Des mots sur les mots et des diagnostics. La santé au Sahel et en Afrique. Maladies, Traitement, soins, protocole, prévention. Un check-up hebdomadaire de l'actualité médicale en Afrique. Ifriqiya FM. Votre bien-être santé. Bonjour l'Afrique, bonjour le monde. Vous écoutez Santé Mag Afrique, votre émission Santé. 26 minutes à suivre avec moi, Samar Hamadi, notre infectiologue, Elias Achamouk. Et d'ailleurs, notre sujet est un sujet dont il excelle. Un sujet que nous avions déjà abordé, mais différemment. Nous allons parler dans ce numéro des maladies infectieuses, de la spécialité du spécialiste. Que fait un infectiologue? Quel est son quotidien au travail? Mais aussi la maladie infectieuse. Qu'est-ce qu'une maladie infectieuse? Que regroupe-t-elle? Et plusieurs autres aspects. Bonjour docteur. Bonjour Samar, j'espère que tu vas bien. Ça va docteur et vous? Ça va, merci. Alors j'aimerais docteur commencer avec une question différente cette fois-ci, histoire de casser un petit peu le rythme. Donc en tant qu'infectiologue, parlez-nous brièvement de votre quotidien au travail. On est curieux, que fait un infectiologue ou en quoi consiste son métier? Alors c'est vrai que cette spécialité est relativement méconnue si on compare à d'autres spécialités. Parce que c'est une spécialité qui n'est pas liée à un organe. Oui. C'est pas comme la cardiologie qui est liée au cœur, la neurologie qui est liée au système nerveux, la pneumologie qui est liée au poumon, au système respiratoire. Donc les maladies infectieuses et tropicales, c'est une spécialité médicale. Donc il s'intéresse au diagnostic et au traitement des maladies infectieuses, mais aussi en ce qui concerne la veille sanitaire, en ce qui concerne l'éducation sanitaire, en ce qui concerne la vaccination, la prévention, le contrôle des antibiotiques. Alors le médecin infectiologue, c'est le médecin référent dans les antibiotiques, donc il est tout le temps sollicité par d'autres médecins spécialistes. Un médecin cardiologue peut m'appeler pour un avis, un médecin gastrologue peut m'appeler pour un avis, un chirurgien, quand il a une infection complexe, il peut m'appeler pour un avis. Maintenant, le quotidien, comme tout médecin clinicien, on a des consultations, que ce soit en maladie infectieuse ou que ce soit en VIH-Sida, parce que le VIH-Sida, c'est une pathologie particulière qui nécessite un suivi particulier. On a les urgences, bien sûr, avec des maladies qui peuvent être graves, qui peuvent être urgentes, comme les méningites, par exemple, ou les hépatites, ou les infections sévères, les septicémies, etc. Et bien sûr, on a les malades hospitalisés qui peuvent faire des infections diverses et qu'on suit. Un malade de maladie infectieuse peut être hospitalisé pour un jour, comme il peut être hospitalisé pour 2 mois ou 3 mois. Ou plus. Et si on revient un petit peu en arrière avec le Covid, docteur, j'imagine que votre quotidien était un peu trop difficile. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travail parce que il faut rappeler que les maladies infectieuses représentent 1/3 des pathologies, des décès dans le monde. Il y a 17 millions de décès dans le monde qui sont dus aux maladies infectieuses. Les plus fréquentes sont les maladies respiratoires et on a vu ça avec la Covid-19 par exemple. Il y a le VIH-Sida qui tue tout le temps et qui tue toujours 1 million de personnes chaque année. Il y a les maladies diarrhéiques, notamment en Afrique, et nous sommes africains. Il y a beaucoup de gastro-entérite, de cas de choléra, de typhoïde, etc. Il y a la tuberculose, qui est une maladie toujours d'actualité en Afrique, et qui tue environ 1,5 million de personnes chaque année. Et puis il y a le paludisme, qui est la maladie infectieuse la plus connue, qui continue à tuer environ 600 000 personnes par an. Donc vous voyez que on est toujours pris. Alors, il y a, juste pour que les auditeurs le sachent, dans les maladies infectieuses, il y a les infections communautaires, c'est-à-dire les infections qu'on chope à la maison, à la ville, dans les transports, au travail, etc. Et puis, il y a les infections nosocomiales, ou les infections liées aux soins, c'est des infections qu'on chope dans les hôpitaux, dans les structures de santé. Alors, par exemple, on est hospitalisé par exemple, pour une fracture, et puis on est contaminé par un microbe au niveau de l'hôpital, c'est ce qu'on appelle une infection liée aux soins, une infection nosocomiale. La particularité des infections nosocomiales, c'est que c'est des bactéries qui sont multirésistantes aux antibiotiques. Donc ça, c'est très difficile à traiter et c'est souvent
on sollicite les médecins infectiologues pour donner leur avis parce que c'est des infections très complexes. Donc vous voyez, c'est une spécialité qui touche tous les organes parce qu'une infection du cerveau, c'est une encéphalite, une infection des méninges, c'est une méningite, une infection des poumons, c'est une pneumonie, une infection digestive, c'est une gastroentérite, une infection de l'os, c'est une ostéite, une infection des sinus, c'est une sinusite, même en gynécologie, une infection de l'utérus, c'est une infection avec, par exemple, une infection des trompes de Fallope, c'est une salpingite. Donc l'infectiologue n'a pas un organe particulier, mais il peut traiter tous les organes là où il y a une infection. Et je rappelle qu'une infection, c'est une agression par un micro-organisme qui peut être un virus, une bactérie, un champignon ou un parasite. Donc si on parle, docteur, vous citez 2 infections, si on parle de la prise en charge, comment elle est la prise en charge entre infection nosocomiale et communautaire? Est-ce que l'une est plus difficile et dure que l'autre, nécessite plus de soins, plus de médicaments? Comment elle est? Alors, les infections nosocomiales, qu'on appelle les infections liées aux soins, ça peut être une infection bénigne. Par exemple, on fait une petite injection dans un petit centre de santé et on est contaminé. Je vous donne un exemple. On fait une injection d'extensiline, donc intramusculaire, dans un centre de santé. Et si les règles d'hygiène ne sont pas respectées, on peut faire une infection au niveau de la fête. Voilà. Un abcès de la fête, par exemple. Ça, c'est une infection nosocomiale, mais qui est plutôt bénigne, c'est-à-dire qui nécessite une consultation, ça nécessite pas d'hospitalisation, donc on peut traiter, sauf que il faut toujours mettre dans la tête qu'une infection nosocomiale, généralement, c'est une bactérie qui est résistante aux antibiotiques usuels. Maintenant, si il y a des patients en réanimation, par exemple, qui sont intubés et qui, eux, s'ils font une infection nosocomiale, généralement, c'est une infection sévère. Donc, c'est une septicémie ou une infection pulmonaire. Et là, ça nécessite des antibiotiques très puissants, ce qu'on appelle des antibiotiques à large spectre. Et ça nécessite souvent un traitement qui est long et qui est fastidieux. Et à présent, docteur, donnez-nous quelques exemples de maladies infectieuses. Alors, les exemples, je peux vous donner des dizaines et des dizaines d'exemples. Surtout les plus fréquents, docteur, les plus fréquentes en Afrique. Alors, les maladies infectieuses, il y a des maladies contagieuses, c'est-à-dire des maladies qui vont se transmettre rapidement d'un individu à un autre. Ça peut être des maladies virales comme la grippe ou la Covid-19. Ça peut être des maladies bactériennes comme la tuberculose, par exemple. Ça peut être des maladies parasitaires, des maladies liées aux champignons. Alors, les maladies parasitaires, on a le paludisme en premier, mais il y a d'autres maladies comme l'amibiase. Il y a d'autres maladies comme même des parasites qu'on voit à l'œil nu, comme les vers intestinaux, par exemple l'ascaris, les helminthiases, le ver solitaire, tout ça c'est des parasites, des maladies infectieuses parasitaires. Il y a des champignons, par exemple les infections à candida. Et puis il y a des agents qui sont non conventionnels qu'on a découvert récemment, comme la maladie de la vache folle. Qui est dû à un prion. Alors un prion, c'est un nouvel agent, c'est ni un virus, ni une bactérie, ni un parasite, ni un champignon. C'est un prion qui va se développer dans le corps humain pendant des dizaines d'années et donner à la fin la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou la maladie de vache folle. Maintenant, il y a d'autres maladies qui sont dues à des microbes et avant, on pensait que c'était pas des maladies infectieuses. Par exemple, l'ulcère gastro-duodénal. On a toujours pensé que c'était une inflammation de l'estomac isolée, mais on a découvert que c'était dû à une bactérie qu'on appelle l'Helicobacter pylori. C'est pour ça que dans le traitement de l'ulcère, on va donner les antiacides, mais on va donner des antibiotiques pour éliminer ces bactéries. Donc vous voyez que ça c'est pour les maladies, il y a des maladies contagieuses et des maladies qui sont pas contagieuses. Par exemple le tétanos, on va se contaminer en se blessant avec de la poussière ou avec un couteau ou voilà un objet qui est souillé avec une blessure, le tétanos, qui est une maladie infectieuse mais qui n'est pas contagieuse. C'est une maladie bactérienne qui n'est pas contagieuse. Bien sûr, il y a des maladies qui touchent 1 à 2 personnes, comme il y a des épidémies, où là, on a des centaines, des milliers, des millions de cas. Je vous donne un exemple, la grippe, on a pratiquement 1 milliard de cas chaque année.
Donc voilà, c'est les maladies les plus fréquentes dans le monde. On vous a parlé, docteur, en tant qu'infectiologue. Maintenant, en tant que malade, comment faire face, surtout pendant ce mois de Ramadan, pour ceux qui jeûnent? Généralement, on prend des tisanes, on se fait des tisanes ou des médicaments, on se traite. Mais dans ce cas, docteur, comment faire? Alors en fait, le mois du jeûne varie selon les années. Donc on a parfois en jeûne en hiver, parfois en jeûne en été. Ouais, tout dépend de la saison, oui. Le printemps, par exemple. Ce qui est sûr, et les études récentes, et je parle pas du jeûne islamique, je parle du jeûne en général. Oui. Le jeûne améliore l'immunité. Le jeûne améliore ce qu'on appelle l'apoptose, c'est-à-dire quand on mange pas beaucoup, quand on mange pas toute la journée, le système immunitaire, il va au lieu que le corps soit occupé par la digestion tout le temps, il y aura l'élimination des cellules anormales, que ce soit des cellules cancéreuses par exemple, ou bien des bactéries, des virus, des parasites. Donc le jeûne améliore l'immunité, mais selon la saison, si c'est en hiver par exemple, il vaut mieux favoriser les boissons chaudes, favoriser les tisanes, parce que ça réchauffe le corps et ça évite les variations de température qui vont favoriser les infections. Maintenant, en été, ce qui est très important, c'est que il faut s'hydrater, il faut boire de l'eau tout le temps, et puis il faut toujours respecter les règles d'hygiène en matière d'aliments, surtout en ce qui concerne les œufs, la viande, etc. Il faut vraiment respecter les règles d'hygiène et les règles de consommation d'aliments. Donc, docteur, les maladies infectieuses regroupent toutes les maladies provoquées par la transmission d'un agent pathogène tel que les bactéries. Généralement, on est très exposé, de simples gestes peuvent causer une infection. Donc, rappelons notre auditeur de ces gestes, ces quelques gestes, docteur. Alors, vous savez que les infections, c'est une pénétration d'un agent au niveau du corps. Oui. Il y a des symptômes qui sont dus à cette agression. Il y a des symptômes qui sont dus à la réponse de l'organisme. L'exemple le plus probant, c'est la fièvre. Alors, la fièvre, elle peut être due à l'agression du microbe, comme elle peut être due à la réaction du corps. Et parfois, la réaction du corps, elle est démesurée. Elle est vraiment très, très importante. Et on a vu ça dans la Covid-19, quand les personnes n'arrivaient plus à respirer parce qu'il y a une réaction inflammatoire très importante. Maintenant, ça dépend de la porte d'entrée. Parce que là, il y a une pénétration. La pénétration, elle peut être par voie cutanée, donc par la peau, si la peau est blessée. Ça peut être par les voies respiratoires. Quand on va respirer, on va être contaminé par la toux de quelqu'un, par les éternuements de quelqu'un, par la parole de quelqu'un. La porte d'entrée, elle peut être digestive, quand on consomme de l'eau qui est contaminée ou des aliments contaminés, notamment dans les intoxications alimentaires. La porte d'entrée, bien sûr, elle peut être sexuelle, dans les infections sexuelles, notamment le VIH-Sida, l'hépatite B, le chlamydia, la syphilis, etc. Maintenant, la prévention, comme vous voyez, c'est là le rôle de l'infectiologue. Parce que l'infectiologue, il va pas que traiter, mais il va faire de la prévention. Il va donner des conseils. Il va faire de la veille sanitaire, de l'éducation sanitaire. C'est pour ça que je t'ai dit que pendant la période hivernale, automnale, on a des infections respiratoires. Donc, c'est pour ça qu'il faut limiter l'entrée par voie respiratoire en portant des masques quand on est malade. Quand on éternue dans le coude. On se lave les mains plusieurs fois par jour. On utilise une solution hydroalcoolique. Quand on est malade, on s'abstient à approcher les personnes un peu trop, de communiquer avec les personnes âgées, avec les personnes qui ont une immunodépression. Et par exemple, c'est pour ça que il y a aussi la médecine de voyage et la médecine tropicale qui fait partie des maladies infectieuses de cette spécialité. Et on va donner des conseils selon le lieu de voyage. Si on voyage en Malaisie, on voyage au Congo, on voyage au Mexique, c'est pas les mêmes conseils qu'on donne parce qu'il y a
tellement de maladies infectieuses, tellement de risques, et chaque région a ses propres risques sanitaires. Et en tant qu'infectiologue, docteur, quels sont, évidemment, vous rencontrez des obstacles dans l'exercice de votre métier. Est-ce que vous pouvez nous les citer, ces obstacles que vous rencontrez dans l'exercice de votre métier? Alors que médecin infectiologue et aussi médecin africain, il ne faut pas oublier, il y a un peu le manque de moyens si on se compare à des pays très développés. Parce que là, avec les moyens de transport, la multitude de maladies, la multitude de microbes, parfois pour faire le diagnostic, il faut des moyens très très importants. Parce que les maladies infectieuses sur le plan symptomatique, ça change pas beaucoup. Il y a de la fièvre, il y a parfois des maux de tête, il y a une fatigue, des courbatures, etc. Mais pour faire le diagnostic, parfois on a besoin de biologie, on a besoin de laboratoires très développés. Selon chaque pays, il a son niveau. C'est variable dans le monde. Il y a des pays où le diagnostic est très facile, il y a des pays où le diagnostic est très difficile, ça nécessite des PCR, ça nécessite des examens très poussés. Ça, c'est une difficulté. La deuxième difficulté, malheureusement, c'est l'utilisation anarchique des antibiotiques. Que ce soit par les médecins en général, que ce soit même par les patients, ce qu'on appelle de l'automédication. Donc, une personne va dans une pharmacie, elle achète un antibiotique, elle le prend. Malheureusement, cette utilisation anarchique d'antibiotiques est en train de donner des résistances aux antibiotiques, et parfois on a des patients chez qui on n'a rien à donner parce qu'il est résistant à tous les antibiotiques. Et c'est là le plus gros problème que font face les infectiologues actuels. Donc si je vous demande, docteur, de qualifier la spécialité d'infectiologue en Afrique, où en est-elle? Alors, c'est une spécialité très très importante. C'est une spécialité très très importante parce que malheureusement il y a beaucoup de maladies infectieuses en Afrique, notamment dans la région tropicale. Il y a des maladies qui se développent malheureusement et qui sont nées en Afrique. Par exemple, le VIH/SIDA est né en Afrique. Les infections Ebola, Lassa virus, Marburg sont nées en Afrique. Et régulièrement, chaque 5 ans, chaque 10 ans, on a des épidémies d'Ebola, par exemple, qui reste la maladie infectieuse la plus dangereuse parce que on a sur 10 personnes malades, on a 4 jusqu'à 8 personnes qui décèdent. Donc l'Afrique, et notamment l'Afrique subsaharienne, vu ses conditions climatiques, donc c'est une chaleur importante, c'est une humidité importante, donc ça a tendance à favoriser des infections des champignons, des bactéries, etc. Et aussi par rapport aux vecteurs, c'est une zone où se développent beaucoup d'insectes, notamment les moucherons, par exemple pour la maladie du sommeil, qui est due à la transmission par la mouche tsetse, et c'est très connu dans le monde. Il y a le paludisme avec la moustique anophèle, il y a la bilharziose aussi, c'est une maladie qui est liée aux eaux stagnantes. Donc, pour nous, Africains, on est assez calés en ce qui concerne les maladies infectieuses parce qu'on voit ça tous les jours, on voit ça tout le temps, notamment en Afrique subsaharienne. Et même par rapport aux spécialistes européens, ils envoient souvent leurs étudiants, leurs médecins pour une formation en Afrique, pour apprendre un peu plus en Afrique. Malheureusement, il y a beaucoup de décès en Afrique par rapport aux maladies infectieuses et il faudrait donc qu'on élève notre niveau de diagnostic et de prise en charge pour baisser ce nombre élevé de décès liés aux maladies infectieuses. Ce qui est important à comprendre, c'est que tout ça, en fait, c'est des causes différentes. Donc, ça amène des réponses différentes. Et notamment, on confond souvent bactéries, virus et les réponses à apporter aux bactéries et aux virus. Alors, docteur? Oui, bien sûr, parce que les virus, il faut rappeler, c'est des micro-organismes intracellulaires qui dépendent des cellules. Ils ne peuvent pas vivre en dehors des cellules. Et les virus ont un traitement particulier, c'est ce qu'on appelle les antiviraux. Les bactéries, alors il y a des bactéries intracellulaires, il y a des bactéries extracellulaires. Les bactéries sont sensibles aux antibiotiques, ils sont traités par des antibiotiques. Et parfois, on ne peut pas faire la différence. Est-ce que c'est un virus ou c'est une bactérie
C'est pour ça, malheureusement, qu'on donne des antibiotiques parfois en excès, parce qu'on pense que c'est des infections bactériennes. Les parasites, c'est un peu plus vicieux, parce que faut rappeler la définition de parasite, c'est un être qui vit aux dépens d'un autre être et qui peut le nuire. Donc ça peut durer des années et des années. Les champignons, c'est la même chose. C'est pour ça que c'est très important d'avoir les moyens diagnostiques pour donner la bonne réponse thérapeutique. Ça, c'est très important parce que il y a des dizaines et des dizaines, voire des centaines de pathologies infectieuses, et chaque pathologie a son propre diagnostic et son propre traitement. Si l'on parle du taux de décès en Afrique à cause des maladies infectieuses, docteur. Oui, malheureusement, on peut dire que 2/3 des décès en Afrique sont dus à des maladies infectieuses. Surtout pour les personnes les plus vulnérables, c'est-à-dire les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et les personnes très âgées. Malheureusement, les causes les plus fréquentes de décès des enfants de moins de 5 ans, c'est les maladies diarrhéiques et les maladies respiratoires. Ce sont des maladies infectieuses, ce sont des maladies contagieuses, soit par manque d'hygiène, soit par manque de structures de santé, c'est-à-dire à proximité, soit problème de diagnostic, soit même un problème de traitement dans certaines zones d'Afrique. Donc c'est vraiment malheureux. Ailleurs en Europe, aux États-Unis, le nombre de décès est plus lié à des maladies cardiovasculaires, à des accidents de circulation. En Afrique, c'est les maladies infectieuses qui continuent à tuer des centaines de milliers de personnes chaque année. Et c'est pour ça qu'il faudrait améliorer l'éducation sanitaire. Ça, c'est en premier. Bien sûr, capitaliser sur la vaccination qui a donné d'excellents résultats. Notamment, je vous donne un exemple, la variole qui faisait des ravages en Afrique et qui a été complètement terminée. La variole, on n'en parle plus depuis 1980. Elle a été complètement éradiquée de la surface de la Terre grâce à la vaccination. Heureusement, en Afrique, on voit moins de maladies comme la polio, comme la rougeole, comme la diphtérie, grâce à la vaccination. Mais malheureusement, il existe toujours des cas, notamment dans les zones où la vaccination est moindre. Donc, il faut vraiment capitaliser sur la vaccination. Actuellement, on teste le vaccin contre le paludisme dans certains pays, notamment en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, et ça donne de bons résultats. Donc, il faut vraiment investir sur la vaccination, sur l'éducation sanitaire et sur les structures de santé pour bien prendre en charge les patients. Donc, docteur, beaucoup de chemin nous reste à parcourir pour que toutes ces pathologies que nous avions citées soient traitées et pour développer des moyens de lutter contre l'ensemble des pathogènes émergents. Oui, on a eu beaucoup de succès. L'Afrique a avancé, notamment en matière de paludisme. On a diminué beaucoup le nombre de cas. En matière de VIH, où le traitement devient accessible gratuitement dans plusieurs pays d'Afrique. On a réduit la polio, on a réduit la tuberculose, on a réduit beaucoup de pathologies infectieuses qu'on appelle aussi pathologies tropicales. Mais il reste du chemin parce qu'il y a une disparité en Afrique. Même en Afrique, il y a des pays qui sont riches, il y a des pays qui sont moins riches. Et même dans un seul pays, il y a des zones qui sont un peu plus défavorisées que d'autres. Voilà. Donc, il faudrait vraiment continuer sur cette avancée et généraliser l'accès aux soins, généraliser les structures de santé à toutes les zones africaines. Alors pour finir, docteur, parlez-nous de ces petits gestes et attitudes à adopter pour éviter ou prévenir toute maladie infectieuse. Alors c'est vraiment compliqué parce qu'il y a tellement de maladies infectieuses, mais ce qui est sûr, c'est que quand on est malade, quand on tousse, quand on éternue, il faut éviter de contaminer les autres en portant un masque chirurgical, en évitant de visiter des patients âgés, des patients immunodéprimés. Je sais que l'accès à l'eau potable est parfois difficile en Afrique, donc si on n'a pas l'accès à l'eau potable, au moins utiliser de l'eau de javel pour désinfecter l'eau, ou bien bouillir l'eau pour la stériliser, pour bien la consommer. Et bien sûr, il faut transmettre l'information sanitaire, et c'est ce qu'on essaie de faire dans notre radio Féléria FM, essayer de transmettre la bonne information, parce qu'avec le bon savoir,
qu'on pourra lutter efficacement contre les maladies infectieuses. Merci docteur. Alors aujourd'hui, nous avions parlé de la spécialité des maladies infectieuses, que fait un infectiologue, son rôle, son métier, les obstacles qu'il rencontre, mais aussi les maladies infectieuses, c'est quoi? Donc merci pour votre écoute, mesdames, messieurs. Notre rendez-vous se renouvelle la prochaine fois, prochain mercredi, même heure, même station. D'ici là, prenez soin de votre santé et de votre communauté.